On se retrouve aujourd'hui pour l'explication linéaire de l'Incipit de King Kong Theory de Virginie Despentes. Présentée comme un ovni dans le monde littéraire, Virginie Despentes est née en 1969. Elle a un parcours très atypique. À 15 ans, elle est internée dans un hôpital psychiatrique. Suite à cette expérience, elle sombre dans l'alcoolisme et se prostitue occasionnellement. En 1992, elle écrit son livre Baise-moi, qui ne sera publié que 2 ans plus tard aux éditions Grasset et qui connaîtra un grand succès. C'est en 2006 qu'elle écrit King Kong Theory, son 6e livre. Lors de sa parution, l'accueil qui lui est réservé est terrible. Le journal Le Figaro dira à son propos qu'il est, je cite, « inutile de chercher une cohérence intellectuelle à cet essai plein de gros mots ». Dans King Kong Theory, traduit en 16 langues et vendu à 185 000 exemplaires en France, Virginie Despentes propose une réflexion sur la femme, sur le mariage, sur la pornographie, sur le viol, dont elle a elle-même été victime à 17 ans. À ce moment-là, les réflexions sur le genre, sur la féminité qu'elle propose sont novatrices. L'extrait qui fait l'objet de notre étude est l'Incipit, c'est-à-dire les premières pages du roman. Un journaliste de Télérama a dit à son propos « c'est un essai qui commence comme un morceau de rap ». En effet, écrit à l'image de l'œuvre avec un style très oral, faisant souvent appel à un vocabulaire familier, cette ouverture est pour le moins originale. Virginie Despentes nomme les destinataires de cet essai et montre que les stéréotypes sur les femmes, malgré les combats, les progrès, perdurent. C'est la raison pour laquelle nous allons demander en quoi ce texte refuse les stéréotypes féminins et dédicace King Kong Theory à tous les exclus de la société. Pour cela, nous étudierons dans un premier mouvement le parallèle entre 2 types de femmes, des lignes 1 à 12, les femmes dans la littérature dans une deuxième partie de la ligne 13 à 22, et enfin les destinataires de King Kong Theory de la ligne 23 à 35. Avant de débuter mon explication, je tiens à préciser quelque chose, c'est que j'ai raccourci à certains moments le texte et tronqué certaines parties du texte pour 2 raisons. Tout d'abord, c'est que l'extrait était alors trop long pour donner l'occasion d'une explication linéaire de 8 minutes, ce qui consistait donc à mettre les élèves en difficulté. Voilà pourquoi j'ai raccourci le texte. Et enfin, j'estime qu'il y a certains passages qui auraient pu mettre extrêmement mal à l'aise les élèves. Et donc, j'ai fait ce choix de les enlever parce que quand même, il y a un passage à l'oral qui les attend. Et je ne souhaitais pas les mettre dans une situation délicate. À présent, on peut commencer avec notre premier mouvement, le parallèle entre 2 types de femmes de la ligne 1 à 12. Quand nous débutons la lecture de ce texte, nous sommes saisis par la brutalité de l'écriture, mais également par sa dimension musicale, et en particulier celle de l'accumulation qui ouvre King Kong Theory. Virginie Despentes a d'ailleurs déclaré « Je fais partie de ces auteurs qui essaient de donner un rythme à ce qu'ils écrivent ». De la sorte, cette accumulation installe un rythme saccadé. J'écris de chez les moches, pour les moches, les vieilles, les camionneuses, les frigides, les mal baisées, les imbaisables, les hystériques, les tarés, toutes les exclues du grand marché à la bonne meuf, ligne 1 à 3. Ces femmes apparaissent comme les destinataires de King Kong Theory, puisque Virginie Despentes déclare écrire pour elles. Si elles semblent à première vue ne pas avoir de caractéristiques communes, elles se rejoignent néanmoins sur un point, elles ne sont pas séduisantes. Et immédiatement, l'auteur va se ranger par l'utilisation de la première personne du singulier dans ce groupe de femmes en marge. J'écris de chez les moches, ligne 1. Les femmes que l'écrivaine énumère sont exclues pour plusieurs raisons. Soit car elles ne connaissent pas le plaisir sexuel, frigide, mal baisée, imbaisable. Notons le polyptote, mal baisé, imbaisable. Soit parce qu'elles ont un comportement ou un physique qui ne correspond pas aux dictats de la société. Les moches, les vieilles, les camionneuses, les hystériques, les tarés. Ces premières lignes font entendre le discours critique de la narratrice qui utilise l'expression familière « grand marché à la bonne meuf », laquelle sous-entend que la femme a une valeur marchande, comme si elle était un objet, une chose. Nous pouvons constater que le style de l'auteur est oral. Elle écrit comme elle parle et cela va permettre à son propos d'être efficace, incisif. Cette écriture offre en outre une proximité avec le lecteur. Elle anticipe d'ailleurs ses réactions à la ligne 3. Et je commence par là pour que les choses soient claires. Elle insiste sur le fait qu'elle n'écrit pas ce livre pour l'émouvoir, pour se larmoyer sur son sort, comme le précisent les 2 négations. Que les choses soient claires, je ne m'excuse de rien, je ne viens pas me plaindre. Respectivement, une négation partielle et une négation totale. Elle éloigne le pathos, refuse la victimisation
et revendique la femme qu'elle est grâce à la proposition circonstancielle de cause, parce qu'être Virginie Despentes me semble être une affaire plus intéressante à mener que n'importe quelle autre affaire. Un autre groupe de femmes apparaît à partir de la ligne 7, les femmes à qui tout réussit. Une nouvelle accumulation est utilisée. Des femmes qui aiment séduire, qui sachent séduire, d'autres se faire épouser, des qui sentent le sexe et d'autres le goûter des enfants qui sortent de l'école. Formidable qu'il y en ait de très douces, d'autres épanouies dans leur féminité, qu'il y en ait de jeunes, très belles, d'autres coquettes et rayonnantes, lignes 7 à 10. Même si le vocabulaire utilisé par la narratrice est amélioratif, nous pouvons constater qu'elle utilise des images provocatrices. Effectivement, elle associe l'odeur du sexe à celle du goûter des enfants. Cette deuxième catégorie de femmes s'oppose à la première. Virginie Despentes insiste sur le fait qu'elle ne les condamne pas. L'adverbe « franchement » montre que l'auteur adopte un ton de la confidence avec le lecteur, à qui elle confie qu'elle se réjouit pour les femmes à qui tout réussit, comme le suggère la répétition de l'adjectif « formidable ». Cependant, la périphrase « toutes celles à qui les choses telles qu'elles sont conviennent » sous-entend qu'il existe des femmes pour qui les choses telles qu'elles sont ne conviennent pas. Et l'écrivaine en fait partie, comme le révèle la négation totale et le pronom démonstratif « je ne fais pas partie de celle-là ». Virginie Despentes peint de la sorte une société qui exclut certaines femmes pour la simple et bonne raison qu'elles ne répondent pas à ses dictats. Passons à notre deuxième axe, les femmes dans la littérature, lignes 13 à 22. Afin de montrer que les stéréotypes gagnent toutes les strates de notre société, Virginie Despentes va faire référence à un domaine qu'elle maîtrise, la littérature. Elle va montrer que les femmes elles-mêmes participent à ces stéréotypes. L'indicateur temporel, même aujourd'hui, révèle qu'il n'y a pas eu d'évolution dans la sphère littéraire. En effet, elle constate que les femmes non séduisantes ne figurent toujours pas dans les livres, même lorsqu'ils sont écrits par des femmes. Le rythme ternaire, on rencontre rarement deux personnages féminins en physique ingrats ou médiocres, inaptes à aimer les hommes ou à s'en faire aimer, ainsi que l'adverbe « rarement » mettent en exergue cette exclusion. La gradation qui suit indique que les héroïnes proposées répondent à des stéréotypes véhiculés depuis des années. Les héroïnes contemporaines aiment les hommes, les rencontrent facilement, couchent avec eux en 2 chapitres, elles jouissent en 4 lignes et elles aiment tout le sexe. Ces stéréotypes prêtent à sourire tant ils sont caricaturaux, couchent avec eux en 2 chapitres, jouissent en 4 lignes. Ils font l'esquisse d'une femme pour qui la séduction et le plaisir sont d'une facilité déconcertante. Ainsi, les écrivaines n'apportent pas un regard neuf, une autre conception de la féminité, mais continuent à proposer l'image d'une femme étrangère à la réalité. C'est pour cette raison que Virginie Despentes va faire l'éloge de la loseuse de la féminité. Elle justifie ce choix. Je préfère ceux qui n'y arrivent pas pour la simple et bonne raison que je n'y arrive pas très bien moi-même. Effectivement, elle s'intéresse à ceux qui échouent parce qu'elle se sent proche d'eux. Un basculement est opéré à partir de la ligne 21, dans la mesure où le constat de l'écrivaine pourrait presque être lu comme un proverbe grâce au présent de vérité générale. Quand on n'a pas ce qu'il faut pour se la péter, on est souvent plus créatif. Virginie Despentes transforme ce qui aurait pu être un défaut en qualité. Le polyptote désirante désirable indique à quel point désirer pour elle est plus intéressant qu'être désiré. Nous allons nous pencher pour finir sur les destinataires de King Kong Theory, lignes 23 à 35. À partir de la ligne 23, Virginie Despentes définit à nouveau ses destinataires. L'accumulation à laquelle elle a recours est bien plus longue qu'au début du texte. La répétition du verbe « écrire » semble traduire une nécessité de parler pour les exclus, une urgence à faire entendre la voix des femmes en marge de la société. Cette fois, elle désigne d'autres exclus, les femmes dont le physique ne répond pas ou ne répond plus au canon de beauté, celles qui ont le crâne rasé, celles qui ne font pas envie, celles qui ont la peau flasque, des rides plein la face, celles qui ne ressemblent plus à rien, les femmes qui aimeraient changer leur physique mais ne peuvent pas financer ces transformations. Une exclusion sociale financière apparaît ainsi. Celles qui rêvent de se faire lifter, liposucer, péter le nez pour le refaire mais qui n'ont pas d'argent. Les femmes dont le comportement est politiquement incorrect, les tordues, celles qui s'en foutent de leurs enfants, celles qui aiment boire jusqu'à se vautrer par terre dans les bars, celles qui ne savent pas se tenir. Parce que ce texte est dédié aux exclus, Virginie Despentes évoque une dernière catégorie d'individus écartés de la société, les hommes non virils. Dans une accumulation qui se déploie de la ligne 29 à 35, l'écrivaine liste tous les hommes à qui son livre s'adresse. Comme pour les femmes, les stéréotypes masculins perdurent. Elle dédicace ainsi son livre aux hommes dont le physique ne répond pas aux dictats de beauté, en témoigne l'adjectif « chauve », aux hommes qui ne correspondent pas aux stéréotypes de l'homme protecteur viril. Ce refus est rendu visible par les phrases majoritairement négatives. Nous relevons 5 négations totales. Les hommes qui n'ont pas envie d'être protecteurs, ceux qui voudraient l'être mais ne savent pas s'y prendre, ceux qui ne savent pas se battre, ceux qui ne sont pas ambitieux, ceux qui ne veulent pas qu'on compte sur eux. Et 3 négations permises par la conjonction de coordination ni.
ni compétitif, ni bien membré, ni agressif. De la même manière que Virginie Despentes parlait au nom des exclus de la féminité, elle prend la parole au nom des exclus de la virilité. Pour cela, elle joue sur le vocabulaire qu'elle utilise dans la mesure où elle fait appel à un champ lexical plutôt attendrissant lorsqu'il est associé à la femme, craintif, timide, vulnérable, délicat, mais mal vu par la société quand il désigne l'homme. Elle évoque aussi les hommes qui aimeraient être hommes au foyer. Le conditionnel met en exergue un désir inassouvi et impensable dans notre société actuelle, ceux qui préféreraient s'occuper de la maison plutôt que d'aller travailler. Enfin, l'énumération se termine sur une peur que l'on attribue essentiellement aux femmes, ceux qui ont peur tout seuls le soir, et finit de dénoncer les stéréotypes. Pour conclure, nous pouvons dire que cet incipit est pour le moins original, par sa forme et par son fond. Virginie Despentes adresse son texte à tous les exclus et revendique, dans un style bien à elle, son statut de femme non séduisante. Ainsi, elle se place finalement du côté d'Olympe de Gouges, d'Annie Ernaux, mais également de Marguerite Stern qui propose des collages féministes et, comme elle, montre que l'écriture est décidément une arme très efficace pour combattre les inégalités.